Les chroniques du hérisson avec France Nature Environnement 1. Bonjour, comme chaque mois, nous nous retrouvons pour aborder un sujet de la nature dans l'Ain et les activités de FNE1, l'association qui réconcilie l'humain et son environnement. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Collet de l'association Sortir du nucléaire, association adhérente à FNE. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Bernadette, bonjour à tous. Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter Sortir du nucléaire, cette association, ses origines, pourquoi Sortir du nucléaire. Alors, Sortir du nucléaire Bugey, SDN Bugey, a été créé en fait en 2011, l'année de la catastrophe de Fukushima, au mois de mars. D'ailleurs, cette année, ça fera 15 ans que cette catastrophe a eu lieu. Et donc, ça a relancé, on va dire, localement la lutte antinucléaire par rapport à Bugey. Et donc, ça date de cette époque. Et nous, bien sûr, à l'époque, on a voulu faire le lien entre cette catastrophe japonaise et le risque local avec cette vieille centrale du Bugey. Et à partir de là, on a commencé à mobiliser, à faire des actions et à faire notamment, à l'époque, un grand rassemblement qui avait eu lieu en octobre 2011, qui avait rassemblé plusieurs milliers de personnes. Et c'est de là qu'a commencé l'aventure de SDN Bugey. Oui, quels sont vos principaux arguments pour sortir du nucléaire ? Alors, les arguments pour sortir du nucléaire, en fait, ils sont multiples. Je dirais qu'en premier lieu, pour nous, c'est la crainte de l'accident majeur. C'est vraiment cette inquiétude par rapport à une catastrophe qui pourrait avoir des impacts conséquents sur la région Rhône-Alpes. Donc ça, c'est vraiment la première raison. Et contrairement à ce qu'on nous dit souvent, l'accident nucléaire en France est possible parce qu'on nous renvoie toujours finalement au manque de savoir-faire des Russes par rapport à Tchernobyl ou le fait que finalement Fukushima, ça soit lié à un tsunami. Et on nous dit souvent que le nucléaire français, finalement, c'est un nucléaire qui est sûr et qui n'a pas de risque. Tout ça, c'est quand même que du vent, c'est que des mots. Donc pour nous, c'est vraiment le fait de mettre ça en parallèle. Et il y a eu des accidents nucléaires en France, contrairement à ce qu'on pense. On y reviendra peut-être plus tard. Et puis après, derrière, pour nous, les arguments, c'est que une autre voie est possible grâce aux énergies renouvelables. D'ailleurs, dans les scénarios qui avaient été proposés lors de la PPE, il y avait un scénario qui proposait du 100% renouvelable à l'horizon 2050 par RTE. Donc ça, c'est un des scénarios qui n'avait pas été retenu. Mais en fait, on peut se passer du nucléaire. Et pour nous, c'est vraiment la voie à suivre. Alors, la France prévoit de construire 14 EPR supplémentaires d'ici 2050, dont 2 dans l'Ain. Que pensez-vous de cette stratégie et de ces 14 EPR ? Pour nous, c'est vraiment un choix qui est dramatique. C'est dramatique parce qu'en fait, on reprend des arguments anciens. Pour nous, le nucléaire, c'est l'histoire ancienne. Et en fait, ça revient sur le devant. Et la France va se distinguer par ses choix qui sont complètement hors sol et hors du temps. Donc, pour nous, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors, est-ce que ça se fera ? On ne sait pas encore. Parce que quand on voit les conditions dans lesquelles a été réalisé l'EPR de Flamanville, donc Flamanville 3, qui a été en fait une gabegie financière et qui a connu un retard considérable pour la mise en service, puisqu'en fait, cet EPR qui devait coûter au départ 3 à 4 milliards est passé à 6, puis à 9, puis à 12, puis à 19, puis maintenant on est à 21 milliards. Et cet EPR a mis plus de 12 ans à se mettre en route. Il ne fonctionne pas correctement. On sait déjà que le couvercle de la cuve, il faudra le changer parce qu'en fait, au bout de 18 mois d'activité, on sait qu'il sera obsolète, donc il faudra le changer. Enfin bref, tout ça fait que on est sur des conditions qui sont extrêmement périlleuses. Et donc, on nous dit, oui, mais quand on aura construit en série les EPR, on aura acquis un savoir-faire et finalement, on sera plus sûr de nous. Enfin, il faut quand même savoir que le programme des 14 EPR, mais déjà les 6 EPR, c'est quasiment 100 milliards. Donc, c'est quand même énormément d'argent pour une technologie qui n'est pas plus sûre que les actuelles. Donc, pour nous, ce choix, il est catastrophique. Et donc, il est prévu qu'il y en ait 2 dans l'Ain, donc 2 qui vont être à côté de l'actuelle centrale nucléaire. Alors là, quid aussi de ces 2 EPR, et notamment au niveau environnemental ? Déjà là, dans ce coin, il y avait eu un projet de barrage sur le Rhône. Maintenant, on veut mettre 2 EPR. Il y a déjà une centrale. Au niveau environnemental, je pense que c'est un petit peu catastrophique. Oui. Donc vous agissez comment là dans ce... Alors,
C'est vrai qu'il y avait ce projet de barrage. D'ailleurs, ce projet de barrage qui a été stoppé finalement. Alors, on ne sait pas trop d'ailleurs dans quelle mesure ce projet de barrage n'a pas été stoppé parce que finalement, ça faisait 2 gros chantiers qui risquaient de s'interférer. Et comme la priorité était donnée aux EPR, est-ce qu'il y aurait un lien? On ne sait pas trop. Les 2 EPR là, qui pourraient être construits, parce que ce n'est pas du tout sûr, c'est quand même des réacteurs, c'est des super réacteurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des réacteurs qui font 1650 mégawatts. Actuellement, ils font 900. Donc, un réacteur fait quasiment 2 anciens. Et donc, ils vont être construits le long du Rhône sur la commune de Loyette cette fois-ci. Donc, on est près du site du budget, mais on n'est pas sur Saint-Vulbas, mais sur Loyette. Et donc, les conditions dans lesquelles ces EPR pourraient être construits sont dantesques. Parce qu'en fait, il y aura une telle charge pour supporter le poids de ces réacteurs qu'il va falloir déjà décaisser. Enfin, il va falloir procéder à une excavation pour remplacer le sous-sol qui soit à même de supporter donc la charge de ces réacteurs. Donc, il va falloir construire sur 30 mètres de profondeur, sur je ne sais pas combien d'hectares, pour changer la terre. Donc déjà, c'est titanesque au départ. Hein. Et puis après, effectivement, au niveau environnemental, il y a le problème de l'eau. C'est-à-dire que le nucléaire ne fonctionne pas sans eau. Il faut de l'eau pour qu'une centrale nucléaire fonctionne. Et on ne sait pas du tout quel sera l'état du Rhône, autant de la quantité d'eau et du débit, dans les années 2050, 2060, 2100, puisqu'en fait, là, on part sur il faut vraiment se dire qu'on part sur du très, très long terme. Donc, il y a un pari sur l'avenir qui est fait sur, notamment, les réserves en eau. Et puis après, le nucléaire, ça reste dangereux. Et puis après, il y a le problème des déchets. Je veux dire, il y a toujours le problème des déchets. Oui, les déchets sont toujours là. Oui. Les déchets sont toujours là. Donc tout ça, ça pose beaucoup de questions. Et ce qui est dramatique en France, c'est qu'on prend un retard considérable par rapport aux énergies renouvelables, par rapport aux autres pays européens. Parce qu'en fait, il y a un bond en avant qui est fait au niveau des techniques, notamment du solaire et des éoliennes. En fait, il y a une qualité en performance qui s'accroît d'année en année. C'est-à-dire qu'en fait, on prend un retard énorme parce qu'en France, on a beau dire qu'on mise sur le mix énergétique, mais en fait, on mise essentiellement sur le nucléaire. Et donc, on prend du retard sur les énergies renouvelables. Et après, on nous dit, on ne peut pas faire autrement. Sauf qu'évidemment, tout cet argent qu'on choisit de mettre sur le nucléaire, c'est un choix politique. Et c'est un choix politique, je dirais, qui est même presque pas démocratique. Parce qu'au départ, la relance du nucléaire en France, elle a été voulue par le président Macron. Il n'y a jamais eu de débat, finalement. Il y a eu une concertation là, avec le débat public. Oui, mais il n'y a pas de grand débat public sur le... Exactement, il n'y a jamais eu de grand débat public, notamment à l'Assemblée nationale. Alors après, on peut discuter des débats de l'Assemblée nationale, mais toujours est-il que dans un pays démocratique, des grandes orientations comme celle-ci, énergétique, devraient au moins s'asseoir sur un débat. Oui, surtout qu'en plus, comme tu dis, c'est d'ici 20 ans, donc c'est une période assez longue. Complètement. Ça peut changer. Parce qu'effectivement, on n'arrête pas de nous dire que le nucléaire, c'est la réponse par rapport à l'urgence climatique et qu'en fait, finalement, comme c'est une énergie décarbonée, finalement, ça sera la réponse à apporter. Mais en même temps, on sait très bien que les scientifiques du GIEC nous disent là, il y a urgence à réagir et finalement, c'est dans les 10 prochaines années qu'il faut apporter une solution. Mais là, dans 10 ans, on n'aura pas d'EPR. Donc, en fait, donc dans l'intervalle, finalement, on ne va pas mettre en place de solution, on va perdre du temps par rapport aux énergies renouvelables. Et en plus, on va produire des chantiers qui vont être très gourmands au niveau carbone. Et finalement, pour avoir des EPR qui, s'ils fonctionneraient dans 20 ans. Oui, qui seront peut-être dépassés au niveau technologique. Et qui, du coup, de toute façon, dans l'intervalle, on n'aura pas apporté de réponse par rapport au réchauffement climatique. Au réchauffement climatique. Donc là, il y a quelque chose de très paradoxal. Et donc, récemment, vous avez remporté une victoire avec le rejet du PLU, du plan local d'urbanisme de Loyette. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, alors en fait, il y a le PLU de Loyette et puis finalement le SCOT Bucopa. En fait, les élus locaux, initialement, avaient appelé de leur vœu ces EPR, que ce soit les élus, donc les différents maires, la Comcom, ou même le président du département de l'Ain. Et donc, en fait, ils n'arrêtaient pas de faire des appels du pied au gouvernement parce qu'au départ, il y avait le choix entre le site du Tricastin et puis Bugey. Puis les élus voulaient absolument que ça se fasse ici. Donc, en fait, ils ont tout fait pour qu'on ait les EPR. Donc, ils ont lancé des modifications, échangé le PLU. Et ils étaient assez sûrs de leur fait. Et puis, globalement, les élus locaux sont tous pro-nucléaire. Et donc, ils sont allés très vite. Sauf que, finalement, le dossier, en fait, il n'est pas parfait. Et notre avocat a pointé un certain nombre de manquements, de choses qui n'allaient pas. Et qui fait que le tribunal administratif de Lyon a retoqué, effectivement, leur demande. Donc, ça n'a pas mis un coup d'arrêt définitif, on n'en est pas arrivé, on est lucide, mais ça montre aussi que, en fait, en matière d'humanisme, il y a des règles à respecter, et c'est valable aussi pour les élus, et notamment pour le nucléaire. Donc, même si c'est qu'un répit,
c'est quand même un répit symbolique qui permet aussi à un moment peut-être de faire une pause et de dire attention, on n'est pas obligé d'aller si vite, il faut prendre le temps de la réflexion et tout ça va beaucoup trop vite. Oui, de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Exactement. Alors, quels sont les principaux obstacles pour une sortie du nucléaire en France ? Les principaux obstacles, ils sont à la fois politiques et dans les mentalités. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Quand on discute avec les gens, finalement, on a souvent une vision assez binaire des choses. C'est le nucléaire ou le retour à la bougie. Donc ça, c'est quand même des choses qui restent... c'est profondément ancré, je trouve, dans la tête des gens. Il y a quand même cette pensée un peu binaire. Et puis c'est des choix politiques. Puis il y a beaucoup d'argent en jeu. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que derrière, il y a quand même des enjeux financiers. Il y a des lobbies qui sont à la manœuvre. Et moi, je trouve ça regrettable parce qu'encore une fois, on perd un temps considérable par rapport aux énergies renouvelables qui, elles, font un bond en avant en termes de performance. Et à mon avis, il y a un coche à ne pas rater et c'est celui-là. Et quels sont vos projets ou campagnes à venir ? Cette année, il y a plusieurs choses, mais pour aller vite, cette année, c'est 2026, on sera sur les 40 ans de la catastrophe de Tchernobyl. C'est un moment important. Alors après, c'est une commémoration qui n'est pas très agréable. Mais en fait, c'est quand même la première catastrophe, on va dire, nucléaire qui a beaucoup fait parler du danger nucléaire. Et donc, je pense qu'on marquera le coup par rapport à ça. Et puis, nous, on va continuer d'être sur le terrain par rapport aux EPR, mais on ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Donc, on sera toujours à la fois sous forme de conférence et puis grâce aux médias, on redira qu'il faut absolument trouver une autre solution. Ok, merci beaucoup Jean-Pierre. Merci beaucoup Bernadette, à bientôt.